Allez. Dans le localiseur, on peut le faire sauter. Il n'y a rien qui marchait. Ouais, attends. Je sais pas si un jour le faire après. Bon, eh ben, on va pouvoir démarrer, 14h01, c'est parfait pour le timing. Donc merci d'avoir rejoint l'atelier Les bonnes pratiques du PLM. Donc on est ensemble de 14h à 14h30. Donc 30 minutes pour cet atelier. Alors comme je vous l'ai dit en fin de matinée, l'idée ici c'est d'aborder cette notion de bonne pratique par rapport à cette notion de continuité numérique. L'idée ici c'est déjà de reparler un petit peu des différents outils qu'on entend parler sur le marché. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms qui existent. On entend parler de PLM, de RP, de JET, de PDM, et le positionnement de tous ces outils, parfois on s'y perd un petit peu. Donc l'idée ici, c'est déjà de commencer un petit peu par ce repositionnement de ce que font ces outils, à quoi ils servent concrètement dans l'entreprise. Donc je vais commencer par la GED, gestion électronique de documents. Alors, la GED, déjà, l'idée ici, c'est de voir ce que ça permet de gérer et ce que ça ne permet pas de faire. Alors, ça permet de gérer des documents, mais je précise ici, des documents autres que la CAO 3D. Le principe de la CAO 3D, c'est qu'on a des liens de référence entre les fichiers et une GED de base ne voit pas ces liens de référence. Donc, en gros, une GED, à la base, ne permettra pas de gérer des nomenclatures comme on peut l'avoir dans d'autres outils. L'idée ici, c'est vraiment de pouvoir indexer des documents au sein d'une base de données de façon donc intelligente, avec des métadonnées, avec des informations, de gérer les droits d'accès aux documents, la validation, bien sûr, potentiellement, de ces documents, vu qu'il y a une base de données, la centralisation, bien évidemment, et l'évolution en termes d'historique, vu qu'on va pouvoir gérer les modifications et la validation des documents, donc gérer leur évolution et l'historique qui va avec. Donc comme je le disais, en revanche, on oublie la partie CAO 3D, c'est pas fait pour. Alors oui, vous pourrez par exemple partager des plans PDF, des neutres qu'on aura mis dans cette GED pour les mettre en partage avec d'autres services ou potentiellement des personnes externes à l'entreprise. Deuxième chose, comme ça ne gère pas de nomenclature, il faut oublier l'aspect, on va dire, de pouvoir retrouver les documents au travers d'une structure de lien ou d'une nomenclature, par exemple d'affaires ou d'une nomenclature produit. Donc là, on est vraiment sur, on va dire, un Windows amélioré avec des fonctionnalités de gestion avancées. Je vais passer sur la partie, donc une GED, c'est pour partager des documents dans l'entreprise, indépendamment d'une nomenclature produit. Je passe sur la partie PDM, gestion des données techniques. Donc un PDM, contrairement donc à une GED, lui, il va bien sûr être câblé pour bien gérer justement les CAO 3D et 2D, parce que potentiellement qui peut le plus peut le moins. Donc évidemment, par exemple, des données AutoCAD, il les gérera très bien, par exemple. Donc c'est fait pour gérer l'ensemble de ces données techniques-là, de ces données issues de modelers 3D. Donc il va parfaitement reproduire les liens de référence entre ces fichiers au sein de la base de données, et on va reproduire ça, on va appeler ça donc dans le jargon ici de nomenclature, la notion de CADBOM. On va en parler un peu plus loin après de ces différentes nomenclatures. Alors évidemment, comme la GED, les droits d'accès aux fichiers, la validation des fichiers, la centralisation intelligente avec des métadonnées et l'évolution de ces données CAO, en respectant bien sûr tous les liens de référence qu'il y a entre eux. En revanche, ça ne permet pas de gérer l'ensemble des articles qui définissent un produit ou qu'on va vouloir intégrer à une affaire. Entre guillemets, l'exemple type, c'est ce qui n'est pas modélisé dans la CAO. Ici, dans une nomenclature PDM, on ne verra que ce qui est modélisé au travers de la CAO. Donc dans une CADBOM, on ne voit que ce qui est modélisé, que ce qu'on a fait au travers du modeler 3D. Et enfin, en règle générale, ce n'est pas fait pour gérer l'association de données documentaires autres que le plan CAO au sein de la CADBOM. C'est-à-dire que lui, il va voir essentiellement la partie modélisée CAO, les plans potentiellement qui sont associés à la partie modélisée,
Mais pour le reste, si on a des documents techniques autres, on ne va pas pouvoir les associer à cette CAD-BOM. La CAD-BOM, elle est limitée à ce qui existe au sein du modeleur 3D. Donc en gros, un PDM, c'est pour bien gérer ces données CAO 3D. Cette notion de PDM est là pour gérer correctement sa partie 3D, la collaboration qui va avec, et la validation et l'évolution de sa CAO 3D. Je vais passer à la GPAO. Donc je vais faire quelque chose d'assez résumé ici, hein, c'est assez vaste. Alors moi j'aborde ça plutôt sous l'aspect gestion de production. Tout le monde parlera de RP, mais le RP, on va dire, c'est encore plus large que la simple gestion de production. Au sein de RP, il y a différents modules, dont la gestion de la finance, etc. Là, je vais me concentrer, moi, surtout sur la partie gestion de la production, celle qui m'intéresse justement dans la continuité numérique qui va de la CAO à la production. Donc l'idée ici, c'est de dire, la GPAO, en fait, elle va gérer des articles. Donc là, on ne va pas parler de fichiers, on va parler d'articles. On va parler, en fait, d'articles unitaires et d'articles nomenclaturés dans une GPAO. L'idée ici, c'est qu'on va pouvoir reproduire des nomenclatures plutôt de type, on appelle ça dans le jargon MBOM, Manufacturing BOM, donc des nomenclatures de production. Ici. Et évidemment, l'idée c'est d'un ERP ou d'une GPAO, c'est de faire le calcul du besoin sur un moment donné, ce qu'on va lui donner comme information, ce qu'on va saisir comme information, ce qu'on va générer comme article et comme nomenclature d'article. Et l'idée, c'est de déclencher le besoin sur ces références-là pour déclencher des achats, du stock, le stockage, la fabrication et l'ordonnancement à un instant T. On a besoin de telle ou telle donnée à un instant T. Donc la GPAO, elle est focus sur le calcul du besoin et on va dire la gestion de ce besoin à un instant T. Alors ça va aller jusqu'à la planification, bien sûr, de votre activité de production. Une GPAO, en revanche, elle ne va pas permettre de gérer les documents de vos produits. Je parle bien de gestion. Dans certains cas, on a certaines GPAO, on va essayer d'associer aux articles des documents neutres, un PDF éventuellement, d'un plan, un PDF d'un document technique qu'on va vouloir associer à un article au sein de la GPAO. Parfois, ces associations elles passent par des liens qu'on a établis voilà, avec des zones de stockage de ces documents-là. En tout cas, ce n'est pas fait pour gérer, dans le sens faire vivre le document natif, la source, et la faire évoluer, et avoir une traçabilité de cette évolution-là. Ce n'est pas fait pour. Il n'est pas là pour gérer l'historique de ces évolutions-là. En gros, pour faire simple, une GPAO, ce n'est pas du tout adapté au développement de vos produits. Ce n'est pas l'outil de l'ingénierie, c'est l'outil de la production. À un instant T, j'ai besoin d'acheter ça, j'ai besoin de stocker ça, j'ai besoin de fabriquer ça, et je dois lancer ça, moi, dans mon atelier en production, en fabrication ou en montage, etc. Donc c'est vraiment, on est sur deux mondes un petit peu différents ici. Si je passe maintenant sur le PLM, lui, il va permettre de gérer justement le développement de vos produits. Alors, quelle est la différence entre cette notion de PDM et de PLM? Justement, lui, il va un petit peu plus loin. Il va être capable, lui, déjà, premièrement, on va être basé de nouveau sur une notion d'article, comme l'est l'ERP. Et on va voir l'intérêt un peu plus loin de cette notion d'article. Quel est l'intérêt de revenir sur un objet de type article et pas un objet de type fichier comme on va gérer dans le PDM? C'est qu'on va pouvoir y retrouver, on va pouvoir donc, avec l'ensemble des articles ici, on va pouvoir générer des articles potentiellement qui ne sont pas modélisés. C'est pour ça qu'on parle d'un développement plus large, c'est-à-dire il y a des choses qu'on modélise, il y a des choses on ne va pas modéliser, et on va pouvoir pourtant les intégrer dans notre nomenclature produit. Donc l'idée ici, c'est de la même manière, on a une structure de lien qu'on va pouvoir établir, donc c'est cette notion de IBOM, on en parlera un petit peu plus loin de ces nomenclatures, de ces différentes nomenclatures dans les différentes étapes de développement produit. Et pareil, on va pouvoir valider les produits et leur structure, les nomenclatures, donc la structure du produit, l'évolution, bien sûr, ça va gérer l'évolution du produit au sens large,
On va pouvoir anticiper des nomenclatures de production, des gammes, de la gestion de projet, bref, on va voir ça un petit peu plus loin. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'un PLM, lui, il va bien gérer le développement du produit, mais il ne va pas gérer, une fois de plus, la production. Ça, c'est bien le périmètre de l'ERP, donc la production, les achats, le stockage, la fabrication, l'ordonnancement, etc. Tout ça, c'est bien sûr du périmètre de l'ERP et pas du tout du périmètre du PLM. Donc, on abordera ça un petit peu plus loin. Donc, en résumé, un PLM, c'est pour bien gérer la définition et le cycle de vie de ces produits au travers de nomenclatures produits complètes. Alors, pourquoi on insiste sur complète? C'est pareil, très souvent, vous n'avez pas forcément un seul bureau d'études. Vous en avez plusieurs, dans le sens où on va retrouver des métiers différents. La partie mécanique, certes, mais c'est pas que un produit n'est pas composé que de mécanique. De plus en plus, on retrouve bien sûr de l'électrique et de plus en plus de l'informatique aussi dans nos produits. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir fusionner les nomenclatures de ces différents métiers au sein d'une nomenclature commune. Et ça, les PDM ne le permet pas. Il va être plutôt focus sur un type d'activité. Souvent, les outils électriques ont un peu leur outil PDM de gestion du développement électrique. Et pareil pour la mécanique. Les logiciels mécaniques ont leur outil parfois de gestion PDM purement mécanique, mais le PLM, lui, va permettre de fusionner l'ensemble de ces métiers-là au sein d'une nomenclature commune. Alors, le constat chez nos clients, c'est quoi? Très souvent, encore chez beaucoup de clients de type PME et ETI, même parfois de belles ETI, sont encore avec essentiellement des outils de conception, des outils de CAO. Et puis, comme je le symbolise ici, à droite, un ERP qui va permettre de bien gérer un petit peu toute la partie donc, achat et production. Par rapport à leur développement produit. Et là, au milieu, entre les deux, on se retrouve très souvent avec des entités comme les BE. Alors, j'ai mis avec un S, puisque, une fois de plus, je parle de plusieurs BE, mécanique, électrique, automatisme, informatique, etc. Très souvent, les services comme le sont les méthodes et l'indus qui viennent en amont de la production, qui font cette préparation à la production, se retrouvent un petit peu entre ces deux mondes, entre la CAO et le RP, sans aucun outil. Et donc, leur outil, s'ils en ont un, c'est l'Excel. C'est celui-là qu'ils vont utiliser et on va se retrouver avec énormément de fichiers Excel pour pouvoir gérer correctement les données entre ce qui est fait à la CAO et le besoin au niveau ERP. Et donc, on se retrouve avec des fichiers Excel qui sont coupés à la fois de la CAO et à la fois de l'ERP. Donc, c'est vraiment des fichiers gérés manuellement. Donc, ce qui fait qu'en termes de continuité numérique, on a une vraie rupture ici de la continuité numérique entre cette CAO et l'ERP. Et donc, du coup, pour la plupart du temps, ça repose essentiellement sur la capacité et la rigueur des utilisateurs de suivre correctement les évolutions, d'aller mettre à jour manuellement leurs fichiers Excel, et surtout de ne rien oublier ici. Si je reprends un petit peu cette notion de chaîne numérique, donc cette slide se veut simplement on va dire, elle exprime ici un petit peu les différents cas qu'on va retrouver en effet chez nos clients, de K1 à 4. En fait, on retrouve celui que je viens d'expliquer, celui avec la CAO et le RP tout à droite, et là, au milieu, c'est très souvent donc, une série de fichiers Excel. Du même ordre, dans le cas numéro 2, le PDM va pouvoir gérer un certain nombre de problématiques liées aux outils CAO, aux outils de modélisation. En revanche, il ne permet pas de couvrir l'ensemble du besoin, donc le développement produit, en l'occurrence ici, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion de fusionner les nomenclatures, de pouvoir générer des articles qui n'auraient pas été modélisés, ou vice-versa, de ne pas avoir en nomenclature des articles qui sont en revanche modélisés parce qu'on en a besoin dans la CAO, mais ils ne vont pas en nomenclature. Et donc, on se retrouve avec, malgré tout, la nécessité de gérer très souvent des fichiers Excel entre, malgré tout, la partie PDM et le RP. Et c'est là où le PLM se veut, ici, vient couvrir, on va dire, cette partie manquante, ici, pour amener cette continuité numérique et amener, finalement, ce qu'on gérait sous la forme de fichiers Excel, finalement, de l'intégrer
dans la partie PLM de façon beaucoup plus intelligente, de façon continuité numérique, et de pouvoir relier les deux mondes qui va de la CAO jusqu'à l'ERP avec une vraie continuité ici, et donc un transfert à l'ERP de données bien maîtrisées, de données complètes produits bien maîtrisées au travers du PLM. On voit un petit peu sur le quatrième cas, la différence entre le K3 et le K4, c'est justement dans cette phase d'industrialisation où chez certains clients, la partie industrialisation a été relativement reportée côté ERP, c'est-à-dire l'objectif était de générer les gammes, de tout faire dans la partie ERP pour la préparation à la production, on va dire, ici, la partie industrialisation. Et dans d'autres cas, on a des clients qui ont qui finalement reportent cette partie-là bien dans la partie PLM. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt. Une fois de plus, l'intérêt ici, c'est plus on anticipe la partie d'industrialisation le plus en amont possible avant d'envoyer à l'ERP, eh bien, on peut anticiper la création des gammes, on peut anticiper tous les besoins en termes d'industrialisation ici, potentiellement même en parallèle de la conception produit. Donc, on va pouvoir paralléliser le plus rapidement possible ces tâches-là et pouvoir transférer à l'ERP vraiment une fois qu'on a bien figé les besoins ici et pouvoir les transférer à l'ERP quand c'est nécessaire et pas attendre que les études soient prêtes pour les transférer à l'ERP et pouvoir seulement à ce moment-là commencer l'industrialisation. Voilà. Et donc tout en bas, on retrouve ces différentes notions de CAD-BOM, I-BOM, M-BOM. Donc on va voir un petit peu plus loin aussi. Maintenant, on appelle même ça, nous, les X-BOM. On en parlera un petit peu plus loin. Donc la CAD-BOM vraiment liée à la partie purement à la partie CAO, donc que ça soit une fois de plus électrique, mécanique ou autre, on va générer différentes CAD-BOM. La I-BOM se veut ici un ensemble complet qui va permettre de fusionner l'ensemble des nomenclatures bureau d'études. Et au-delà de ça, on va voir aussi avec la partie document technique, et après, de pouvoir transférer ou de splitter cette IBOM et de la détriturer un petit peu. Il faut comprendre que l'IBOM, elle est réalisée au travers, avec une vue et un esprit de conception, produit ici, alors que le besoin en production, parfois, il est différent, et on a besoin d'agencer les choses de manière différente par rapport à des problématiques de montage, par rapport à des problématiques d'approvisionnement ou de fabrication. Et donc, on va appeler ça donc ici des nomenclatures différentes par rapport à cette IBOM, mais qui s'appuie bien sûr sur les mêmes objets, d'où la continuité numérique. Je vais passer très rapidement ces slides-là. À quoi répond une solution PDM? Je vais surtout, vu qu'on n'a que 30 minutes, l'idée ici, c'est de rappeler que voilà, une solution PDM, elle est là pour bien maîtriser les données CAO 3D, leur organisation et le travail collaboratif autour de ces données CAO 3D. Donc l'objet qu'on va manipuler ici est le fichier. On est vraiment sur de l'objet fichier. Alors que le PLM, lui, il se veut vouloir bien maîtriser son référentiel produit au sens large. Donc on va voir, il y a les plans, oui, il y a la partie nomenclature, comme on l'évoquait tout à l'heure, IBOM, mais il y a aussi la partie documentaire, on va en reparler un petit peu plus loin. Et ça, bien sûr, pour l'ensemble des métiers, c'est vraiment de fusionner le besoin de l'ensemble des métiers côté développement produit. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, cette slide-là, je vais la faire très courte aussi. L'idée, c'est, voilà, la partie à gauche, c'est la conception. L'objet qu'on va manipuler et ce qui sort de nos outils de conception, en règle générale, ce sont les fichiers. Et c'est ça qu'on va manipuler dans un premier temps avec les outils de conception, les modeleurs 3D ou outils de conception électrique ou informatique. Donc ça va générer du fichier. Ces fichiers, si on met en place un outil PDM, vont permettre d'être validés, malgré tout. Et côté définition produit, on va revenir sur une notion, donc là sur la notion de PLM, on va revenir sur une notion d'article, comme on le retrouvera plus loin après dans le RP. L'idée de l'article, c'est qu'il est indépendant des outils de modélisation, ici. Et donc, l'article, lui, va permettre d'aller un petit peu plus loin, voire même de pouvoir ouvrir l'accès à l'article à d'autres services qui pourraient venir documenter et compléter des informations sans passer évidemment par la CAO, parce que c'est très restrictif, où ça nécessite d'avoir une personne formée sur l'outil CAO ici. Donc typiquement même de pouvoir compléter et d'associer à l'article des documents qui ne sont pas des documents CAO, mais qui sont nécessaires et qui ont autant d'importance que le plan, si encore faut-il que l'article soit défini au travers d'un plan ou d'un fichier 3D ou d'un fichier modélisé en CAO.
Je vais passer cette partie-là. Là, ça résume pour dire simplement les 4 bombes, elles sont basées sur les objets de type fichier, et les IBOM, du coup, elles vont être basées sur les objets de type article. C'est ce qui fait qu'une nomenclature IBOM va être plus complète, et on peut potentiellement créer des objets articles qui ne sont pas issus d'objets 3D, et donc on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et c'est là où on va pouvoir aussi différencier ce qui vient de la CAO 3D quand on va générer à partir de la 4 bomb, on va pouvoir générer la IBOM à partir d'une 4 bomb. Et quand on génère cette IBOM, on va pouvoir mettre des règles et dire, moi j'ai des objets qui sont dessinés en CAO, mais je ne veux pas qu'ils soient dans la nomenclature, ou vice-versa, j'ai des objets dans la CAO qui sont comment dire, nécessaires à la nomenclature, mais par exemple, j'ai modélisé un vérin, ce que je vais acheter, c'est le vérin, c'est pas le corps et la tige de façon séparée, pourtant dans la CAO, j'ai dû les modéliser de façon dissociée pour pouvoir les faire apparaître et avoir la cinématique dans ma modélisation 3D. Donc on va pouvoir choisir entre les composants utiles, les composants non dessinés et ce qu'on a réellement en nomenclature, ce qu'on va mettre dans notre IBOM ici avec des règles. Si je résume, la différence entre la 4BOM et la IBOM, c'est très schématique et très simplifié ici, mais l'idée, c'est juste de schématiser ce que je viens de vous expliquer ici. Côté conception, on va se retrouver avec différents outils de base, comme par exemple la CAO mécanique, la CAO électrique. La CAO mécanique qui va faire une structure CAD ici, dans lequel tout ne va pas en nomenclature. Je représentais ici par exemple l'assemblage qui, lui, va donner lieu à un article, donc va être dans ma nomenclature produit. Alors que les deux composants de cet assemblage n'y vont pas. Vice-versa, j'ai un composant modélisé ici qui ne va pas en nomenclature, et j'en ai un qui donnera bien lieu à un article ici. L'idée aussi, comme je vous le disais, c'est d'avoir au sein de ce référentiel produit, qu'on va faire au sein du PLM, ici, c'est d'avoir l'ensemble des données techniques, c'est-à-dire pas uniquement ce qui vient de la CAO ou des CAO, mais d'avoir en plus l'ensemble des données techniques qui viennent documenter nos articles ici. Comme par exemple, là j'ai un article qui est documenté par une note de calcul en plus du plan et qui a pour le coup autant d'importance que le plan. J'ai mon produit de tête qui peut être auquel j'ai associé des spécifications, des normes peut-être. Donc là, c'est peut-être plus le service qualité qui va lui intégrer ces documents-là. On a la partie ELEC. Bon, là, pour le coup, j'ai fait quelque chose d'assez simple en imaginant que tout le câblage est sous-traité, toute la schématique, le coffret électrique est sous-traité. Ça va donner lieu à un seul article. Donc, ils ont associé ici, par exemple, le dossier ELEC à l'article de l'armoire qui va être sous-traité, par exemple. Et puis, parfois, on peut retrouver, dans certains cas, en complément de notre nomenclature produit complète, des notices qui sont nécessaires et qui ont autant d'importance que les éléments, puisqu'on va livrer une notice avec notre produit. Il y a de l'emballage, par exemple, avec des plans, des spécifications. Bref, voilà. On va retrouver un vrai référentiel produit. Ce qu'il faut retenir de ça, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, quand on accède à un article dans le PLM, on va pouvoir retrouver l'ensemble des informations qui caractérisent cet article, l'ensemble des documents, les informations et les documents qui caractérisent l'article. Alors que dans la partie mécanique, on ne retrouverait dans la partie PDM que la partie plan si on est sur de la CAO mécanique. Ou la partie purement schématique pour la CAO électrique, mais pas l'ensemble des données techniques. Je vais passer rapidement sur cette slide aussi. L'idée, c'est de simplement retenir qu'il y a la capacité de générer des liens typés dans la notion PLM ici. Donc, il va y avoir des liens de composition. C'est ceux qui vont permettre d'en ressortir une nomenclature, une IBOM, voire donc après les MBOM, on va en parler plus loin. Et on va pouvoir aussi définir des liens typés, comme par exemple des liens et certifiés par, des liens et documentés par, et fabriqués selon. Et ça permettra d'avoir des grands filtres par rapport à des produits ou des affaires qu'on aurait modélisés dans le PLM, de pouvoir ressortir très facilement l'ensemble des documents qui certifient ce produit ou qui documentent ce produit, indépendamment de la nomenclature. Alors, concernant les MBOM, donc les MBOM, en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est une IBOM réorganisée en fonction des contraintes de production ou de logistique. En fait,
je ne l'ai pas renommé ici dans cette slide, mais il faudrait que je le renomme. On appelle ça plutôt maintenant les XBOM. L'idée ici, ça va être de pouvoir générer des nomenclatures en fonction des besoins métiers. Par exemple, des nomenclatures d'achat, des nomenclatures de production, certes, mais des nomenclatures de montage, des nomenclatures de maintenance, de pouvoir générer un ensemble de nomenclatures. On va le voir un petit peu plus loin. On va pouvoir gérer des alternatives de nomenclature, ça c'est très intéressant, et de pouvoir gérer en fonction de production multisite, ou si on décide d'acheter des fonctions. Donc on va pouvoir dire dans un cas, j'achète pas un ensemble, mais j'achète bien le détail. Parfois, je sous-traite un ensemble de références. Donc on va pouvoir gérer ces alternatives de nomenclature au travers du PLM, ce qui est totalement impensable à faire avec du PDM, puisque le PDM, lui, c'est une fois de plus, on est lié au modeleur 3D ou à l'outil de génération électrique. Donc on est vraiment sur quelque chose de figé, alors que là, on est totalement dynamique. Ici, on va pouvoir gérer toutes ces alternatives ou équivalences d'articles au travers de ces nomenclatures. Donc si on reporte ça sur un schéma un peu plus global, donc là on retrouve bien la notion de XBOM en bas. Donc à gauche, je reprends la partie conception, au milieu, la partie définition produit en bleu, les notions de IBOM, sur lequel d'ailleurs on pourrait jouer aussi sur différentes versions de nomenclature ici en fonction de, par exemple, de couleur ou de taille. Et ensuite, on va retrouver, en fonction des métiers, industrialisation, achat, emballage, SAV, la possibilité de générer des XBOM avec un découpage, en s'appuyant bien sûr sur la définition produit, c'est-à-dire sur l'IBOM, et de redécouper cette définition produit en X nomenclatures qui permettent de répondre à des besoins bien spécifiques, comme par exemple le SAV, des kits de pièces d'usure, des kits de pièces de rechange, qui vont être très faciles à générer ici au travers des XBOM. Alors le périmètre des outils, ça on va être vraiment sur l'aspect bonne pratique. Il faut comprendre que l'implémentation d'un PLM, il ne s'agit pas d'insérer une brique comme ça entre ces outils-là. Il faut bien se poser les bonnes questions, et il y a tout un tas de points sur lesquels il faut vraiment il faut vraiment avoir une démarche d'analyse ici pour se poser ces bonnes questions, et si on veut que l'outil PLM soit le plus efficient possible. Si je prends côté CAO, par exemple, c'est les nomenclatures sur les plans. Je sais qu'il y a beaucoup de pratiques autour de cette utilisation de poser des nomenclatures sur les plans par simplicité, mais par contre, ça engendre beaucoup de complexité derrière. C'est-à-dire que demain, il y a une évolution, il y a de fortes chances qu'on soit obligé d'aller dans la CAO pour faire cette mise à jour, alors que potentiellement, elle pourrait être peut-être gérée uniquement à travers du PLM. Pareil, par rapport à des codifications. Il y a une différence. Très souvent, on retrouve des clients qui codifient la CAO avec les fichiers avec des codes articles, et en disant c'est ce qu'on va être utilisé côté ERP. Alors que potentiellement, il y a une différence entre un code plan et un code article. L'explication est simple, il y a des cas d'école vis-à-vis de ça. C'est par exemple, si je veux gérer un fichier plan qui va être, une pièce qui va être peinte, potentiellement j'ai un seul plan qui est unique, et derrière on va retrouver par contre plusieurs articles, parce qu'on va peut-être vouloir gérer ça, et les différentes couleurs évidemment vont devoir donner lieu à plusieurs codes articles dans notre ERP. Donc c'est de pouvoir anticiper ça, et donc on voit bien que si je codifie mon fichier CAO avec ce code en code article, ça ne marchera pas à un moment donné, ou alors il faut que je duplique autant de fois le même plan avec des codes articles, alors que c'est strictement identique. Donc on va se mettre des contraintes en CAO qui sont pas forcément utiles. Voilà. Attention Olivier, il reste une minute. Oui, il reste une minute. J'ai le timing ici. Ouais. Donc côté ERP, il faut se poser pareil les mêmes questions ici pour être sûr que cette brique PLM soit le plus efficiente possible entre ces deux mondes-là. Voilà. Je vais rapidement passer ces slides-là. C'était pour rappeler ici que le PLM et le ERP, ce sont des outils qui sont là pour collaborer. Il n'y en a pas un le PLM ne prendra pas, ne fera pas les fonctions de l'ERP et vice-versa. C'est ce qu'on vient de se dire ici, et je l'ai déjà expliqué. La démarche petit ou grand, on l'avait dit ce matin en introduction, il y a très souvent des petites entreprises avant qui avaient peur de cette notion PLM. On s'aperçoit que maintenant les outils sont très adaptés et il n'y a pas de problématique. Un outil PLM n'est pas fait que pour les grandes entreprises ici.
Voilà. Et je vais en finir ici, c'est la conclusion. Il y a différents modules, comme ça a pu être exposé déjà ce matin, quand vous avez vu les nouveautés aussi avec l'initiative PLM, sur lequel on va retrouver la gestion des modifications, qui est un module, les gestions de projets, qui sont des modules, l'industrialisation, qui sont un module. Voilà. Et tout ça, c'est un ensemble de modules que vous pouvez mettre en place chez vous. Voilà. Et je vais en terminer pour la présentation ici. Est-ce que vous avez... Je ne sais pas, est-ce qu'on se laisse un temps pour les questions? Qu'est-ce qui était prévu? Est-ce qu'il y avait des questions? Non, pas de questions. J'ai rien dans la partie conversation. Ok, bon, ben, pas de questions. Eh ben, écoutez, je clôture. Voilà, le 14h31, on est dans le timing. Merci à tous. Et puis, Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. j'espère que c'était très clair pour vous. Ça, apparemment, oui. Oui, Merci c'est beaucoup, clair. Olivier. Merci. Merci à tous. Passez une bonne après-midi.